Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour une vidéo. Bien évidemment, j'ai pas bien sûr vous abandonner à quelques jours de WrestleMania avec bien évidemment le show de Raw, le show de Raw. Attendez, je vais réduire l'audio du bureau sinon ça va faire un peu trop fort. Voilà. On se retrouve donc pour bien sûr cette route vers WrestleMania qui va donc comme à chaque fois cesser. Et oui, ça va se terminer maintenant. Nous allons bien évidemment aller du côté de WrestleMania. Nous sommes le 31 mars, 15h04. Je voudrais d'ailleurs pour information, pour ceux qui veulent, eh bien je suis actuellement en stream sur Twitch. Donc ceux qui veulent venir, le lien est dans la description. Enfin, je vous mettrai le lien dans la description. Comme ça vous pourrez tranquillement venir regarder ça. Tranquillement. D'ailleurs, il y a pas de musique. Voilà, je vais mettre un peu plus fort. Voilà. Pour ce qui s'agit du reste, on va bien évidemment parler du show de Raw. Est-ce que le show est de bonne qualité? Est-ce qu'il était de mauvaise qualité? Bien évidemment, on va en parler tranquillement. Et je le dis tout de suite, ça n'a pas été... J'ai pas été hypé du feu de Dieu. Voilà, je le dis, ça a été même un show de qualité extrêmement modeste, pour rester poli. Ça a commencé avec l'Undertaker qui s'est exprimé. L'Undertaker qui s'est exprimé, mais encore une fois, je vais répéter ce que j'ai dit depuis bien sûr de longues semaines. Moi, j'ai pas de problème à l'idée que l'Undertaker veuille faire un peu. On essaye de. Comment dans le jargon, on essaie de fusionner un peu le tout. On essaie de faire de, du kayfabe avec du work, de la téléportation avec finalement des pouvoirs, mais avec Michel McCool. Et au final, eh ben, on tourne vraiment en rond. À un moment donné, tu parles dans ce match, dans ce segment-là. Je vais baisser un peu parce que c'est quand même un peu fort. Voilà. On parle maintenant du segment dans le sens où tu vois que l'Undertaker maintenant c'est Mark Calloway, mais au final tu dis que AJ Styles c'est nanana. Au bout d'un moment, on s'y retrouve plus. Tu veux faire quoi? Tu veux parler du personnel, du professionnel, du catch, etc. Ça tombe trop en rond en fait. Et le truc, c'est comme c'est une icône aussi forte et aussi charismatique que l'Undertaker. D'ailleurs, l'Undertaker qui était assez classe quand même, il faut quand même le reconnaître. Au final, ça tourne tellement en rond qu'au final, bah, on se pose la question un peu de manière un peu étrange. On se dit, où est-ce qu'ils veulent en venir? Où est-ce qu'ils veulent en venir? Où est-ce qu'ils veulent en venir? Et où est-ce qu'ils veulent finalement nous amener? Parce que c'est ça le plus important. C'est où est-ce qu'en fait, encore une fois, une storyline, c'est pas compliqué. Je vous l'expliquerai d'ailleurs avec Edge et Randy Orton. Il faut simplement qu'il y ait des choses qui soient données et qu'au final, à la fin, on crée une histoire et que cette histoire soit grande. Et finalement, il y a plein de petites incohérences qui finalement fait que ça se passe bien. Alors le segment est de bonne qualité, mais quand tu mets bout à bout les choses mises en place, bah, tu te rends compte que le segment, eh ben, il cache pas les difficultés. C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que le segment d'il y a une semaine est très bien, mais au final, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le segment d'il y a 2 semaines, bon, il est naze, mais au final, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a 3 semaines, alors, je suis conscient d'un truc, c'est qu'il y a eu forcément des difficultés liées au coronavirus, mais de vous à moi, on me fera pas croire que finalement la WWE, avec quand même l'institution qu'elle est, n'a pas réussi à développer des moyens pour y arriver. Voilà, en tout cas ça c'est mon avis. Après pour Becky Lynch, encore une fois, l'idée de mettre le match entre Charlotte Flair, Ronda Rousey et finalement Ronda Rousey, Charlotte Flair et Becky Lynch dans le même présenter ce match est une idée. Ça permet notamment d'avoir une transition, c'est pour éviter concrètement qu'on se retrouve avec, bah, on va pas se mentir, le match qui pop d'un-ci, pop par-là, ça devient vite quelque peu énervant. Après l'histoire du camion, j'ai toujours pas compris à quoi il va servir. Si tu avais un match où limite ce serait sans disqualification, il y a le camion, les meufs se tapent dans le camion, etc. Bon, à la limite, faut count anywhere, ok, pourquoi pas. Le problème, c'est que le camion, il est là juste pour faire jouer en fait. Il est gadget. Ça se trouve, si la WWE avait la possibilité, alors certes, on m'a expliqué que la WWE voulait l'utiliser principalement pour faire de la. Comment on appelle ça? De la. Ils avaient envie de l'utiliser pour justement l'entrée de WrestleMania, mais comme le Performance Center étant ce qu'il est, ils n'ont pas pu le faire. C'est bien, on l'a vu une fois, c'est pas la peine de le remonter 20 fois. Alors certes, peut-être qu'ils ont envie de rentabiliser, de le montrer 2 3 fois parce que c'est classe, parce qu'ils ont fait des trucs dessus. Ok, mais à la limite, fais une entrée où clairement tu peux voir des trucs pas mal dedans. Tu peux faire une entrée, certes, fais une entrée folklorique,
où clairement, je sais pas. En plus, l'histoire des camionneurs, j'ai toujours pas compris. Le camion et Becky Lynch, j'ai toujours pas compris ce que ça imbrique en fait. C'est The Men, donc les The Men aiment les camions. Quand on dit camion, elle fait poète poète. C'est quoi le délire? Parce que les camions, ça fait très viril, c'est ça? À la limite, tu peux prendre aussi les voitures de voitures de train de sport, les voitures de sport, etc. aussi. Ça fait très viril aussi, hein. J'ai pas compris. Ah, j'ai pas compris du tout. Et en plus de ça, le segment pour moi est de bonne qualité, encore une fois. Becky met bien en scène les choses. Franchement, c'est plutôt bien amené. L'attaque de Shayna est bien amenée, même si j'aurais aimé qu'elle soit plus de face à face et pas de dos. À un moment donné, tu fais ça avec Becky parce que Becky, a priori, elle a quand même des difficultés à se placer, mais tu fais pas ça du côté de Shayna. Shayna, elle doit frapper devant, elle doit pas frapper derrière. Mais à la limite, le segment, voilà, les propos de Becky sont sympas, elle le met bien en scène, etc., etc. Maintenant, encore une fois, je vais le répéter, je vais l'expliquer, on va couper la musique comme à chaque fois. L'histoire racontée par entre les deux jeunes filles, malheureusement, quand tu prends les ingrédients, quand tu les imbriques ensemble, c'est comme un puzzle. Quand tu les imbriques ensemble, ben, t'as le sentiment que tu sais pas où ça va. Cette pièce que tu as de cette semaine, alors certes, il y a eu un petit peu une petite pièce qui va s'imbriquer avec celle de la semaine il y a 2 semaines, mais tu prends les pièces qui allaient il y a 3 semaines, tu sais pas d'où elles sortent. Ou d'à 3 4 semaines, tu sais pas d'où elles sortent. Tu vois ce que je veux dire? Ils essayent de mettre des cohérences dans tout ce qu'ils font. À un moment donné, tu parlais de la peur de Becky, parce que Becky, si elle est plus championne, ça va être chiant et tout. Donc ils veulent imbraguer ça avec le puzzle comme quoi, enfin la pièce qui dit que Becky, en fait, elle a peur, mais que Shayna, elle a peur aussi. Sauf que la pièce qui va pour Shayna ne va pas du tout avec la pièce qui va pour Becky. Parce que Becky, en fait, ce qu'elle a peur, si on traduit littéralement, c'est de plus être championne. C'est finalement la peur, c'est comme à un moment donné dans, alors je sais que ça va paraître un petit peu bizarre, mais c'est comme dans les jeux télé où t'as un mec qui est champion pendant. Alors je crois qu'il y a une meuf dont tout le monde veut prendre sa place. La meuf, elle avait 140 et quelle victoires. Bah, plus elle avance, plus elle a de plus en plus de chances de se faire éliminer. C'est logique, parce qu'à un moment donné, bah, à chaque fois, elle est obligée, on la connaît de plus en plus, etc., etc. La meuf, elle était quand même là depuis novembre. Et la réalité, c'est que Becky, bah, plus elle est championne, plus elle se rapproche en fait de la fin où elle ne sera plus championne. Ça c'est logique. Et finalement, c'est souvent la peur du champion, c'est de ne plus l'être champion. On a pu le cas par exemple avec Teddy Riner au judo au début d'année. Teddy Riner, bah, forcément, bah, il était champion, il avait été invaincu pendant, je sais plus, je crois, pendant des années. Tu vois, c'est 12 ans, 11-12 ans, je crois. Et bah, plus il gagnait, plus il y avait des risques que le prochaine fois il perdait. Mais c'est normal, encore une fois, ça ne fait pas, ça fait partie de la qualité finalement d'un champion ou d'une championne dans ce cas-là. Ronda Rousey a aligné des tonnes de victoires et au bout d'un moment, bah, elle a perdu. À l'UFC, je parle, hein, attention. Mais le truc, c'est que, encore une fois, ça peut se tenir. Mais la pièce sur Shayna, pour moi, c'est une pièce où tu te demandes pourquoi en fait, c'est une pièce qui est imbriquée parce que il faut répondre faut que Feki puisse répondre à Shayna en disant toi t'as peur de ça, mais moi j'ai peur de ça. Mais ouais, mais le problème, c'est que t'aies peur ou t'aies pas peur, en fait, mais le truc c'est que t'as peur. À la limite, elle aurait dit voilà, moi j'ai peur, tu sais que tu as peur parce que tu as fait des grands accomplissements, tu as été à NXT, etc. D'ailleurs, ils partaient sur ça au début. Ils se sont dit, attends, je me mets droit, ils se sont dit, on va partir sur un truc un peu NXT, c'est-à-dire on va considérer que NXT, donc NXT va partir sur un truc très simpliste, c'est la WWE qui, pour ainsi dire, part sur un système très simple, c'est bah, t'as fait des grands accomplissements à NXT, maintenant que t'arrives à Raw, c'est pas pareil, etc., etc. Faut que tu marques t'as marqué l'événement, mais moi j'ai envie de te dire, faut que tu marques l'événement, bah, là, faut que tu es dans la cour des grands, etc. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, pourquoi pas, mais alors là, mais là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, mais alors pourquoi tu me parles de Ronda? Alors, encore une fois, j'ai pas commencé à taper sur ses capacités techniques. Elle est ce qu'elle est. On est tous d'accord que j'ai suffisamment chié sur elle. D'ailleurs, il y avait le magnifique sourire qu'elle fait
à sa chanteuse lors de WrestleMania 35 qui restera toujours dans les annales, hein, tellement c'était d'un ridicule proprement abyssal. Mais c'est même pas ça qui me gêne. C'est même pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, je vais vous dire la vérité, ce qui me gêne, c'est même pas ça. Parce que ça, à la limite, bah, c'est chiant, c'est saoulant, c'est tout ce que tu veux. Mais moi, de mon point de vue, ça n'est pas ça qui me gêne. C'est la comparaison avec Ronda, en fait. C'est-à-dire que elle fait une comparaison, elle dit, bah Ronda, en fait, Becky, elle dit, bah en fait, toi, ce qui te fait peur, c'est de pas pouvoir réussir ce que Ronda n'est pas, enfin, de te foirer comme Ronda, en fait. Et donc de considérer que Ronda est supérieure à toi. Ok, bon. Alors, moi je veux bien, mais à un moment donné, euh, en fait, qu'est-ce qu'il y a de comparable avec Ronda Rousey? C'est-à-dire que quand vous prenez les accomplissements de Shayna Baszler, on est tous d'accord à l'UFC, Ronda marchait sur l'eau. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Sauf que là, sauf que Becky n'a jamais été à l'UFC. Autrement dit, elles n'ont jamais défié Becky en UFC. Elle aurait défié Becky en UFC, les deux auraient, par exemple, je sais pas, Becky aurait battu Shayna, mais n'aurait pas battu Ronda. J'aurais dit, bon, il y a, il y a peut-être une... alors je remets mon truc, parce que j'ai froid. J'aurais dit, il y a une part de réel dans ce qui se passe. Mais le problème, c'est que là, tu es obligé de comparer avec ce qu'elles ont fait à la WWE. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, on est obligé de démontrer par A plus B que la WWE, par exemple, Shayna, elle est championne de NXT, elle a été championne de NXT. Alors elle a eu une coupure, mais entre 2018 et 2019, où elle a quand même perdu en décembre 2019 face à Rhea Ripley. D'ailleurs, on parlera d'ailleurs après elle. Ensuite, parlons également, eh bien, finalement de Shayna aussi à aligner toutes les lutteuses. Il y a eu du Britt Baker, il y a eu du Kerry Sane, il y a eu du Azuka. Alors Azuka non, mais il y a eu du Kerry Sane, il y a eu il y a eu également, alors il y a eu des rivalités, il y a eu du Rhea Ripley bien évidemment, il y a eu du Bianca Belair, il y a eu énormément de monde qui sont arrivés devant Shayna, et Shayna leur a marché dessus comme jamais. Ouais, et des sœurs, je vous ai cité trois, on peut en citer des tonnes et des tonnes, hein. Elle a vu, elle a vu, elle a tué, elle a tout. Voilà, enfin voilà. La réalité, elle est là. Mais la réalité, c'est que Ronda, elle a fait quoi à la WWE? Si on enlève le côté mix skill, le côté qui était une catastrophe, si on enlève le côté technique, qui était une catastrophe, la réalité, c'est que Shayna, elle était dans son personnage, directement son personnage a été ciblé en destructrice, en personne destructrice, qu'elle n'a pas changé. Alors après, ça a été un peu nuancé avec NXT où clairement on la voyait beaucoup moins destructrice, parce que forcément ça devient logique, tu ne vas pas être destructrice pendant des années et des années. Mais son personnage, entre guillemets, tu voyais dans Queen of Pain, etc., etc. Ronda, au début, elle se prenait des pagnots dans la gueule, elle se prenait des torgneux dans la gueule. On se souvient de son match contre Nia Jax où c'était quasiment une catastrophe. Contre Alexa Bliss, elle a limite fini le cul par terre. Je me rappelle, hein, Alexa Bliss, Ronda Rousey, je crois qu'il y a, il y a un différentiel de physique assez impressionnant. Elle a affronté notamment Nikki Bella ou Brie Bella, je sais même plus. Elle a eu un différentiel de physique assez impressionnant. Sacha Banks, c'était pareil. D'ailleurs, Sacha Banks, ça a été son pire match. Mais après, bon, Sacha, on peut pas dire qu'elle a vraiment, elle s'est beaucoup foulée non plus. Et puis, bah, contre Becky Lynch et Charlotte Flair, heureusement que Charlotte et Becky étaient là parce que sinon, Ronda, c'était une catastrophe. Elle a notamment fait un heel turn, ça a été une catastrophe aussi. La réalité, c'est que tout ce que je raconte là, il y a un personnage qui tenait la route tout au long, il n'y a jamais eu de changement. De l'autre côté, il y a eu un personnage qui finalement, bah, ça a été un échec. Et qui plus est, elle a été championne 7 8 mois. Shayna a été championne pratiquement incontestablement pendant plus d'un an, avec notamment une team, avec pas mal de trucs. En fait, ce que je veux dire par là, elle est arrivée notamment à la mort du Becky Lynch, même si ça reste qu'une fois, ça reste quand même impressionnant. Elimination Chambers match, eh ben, il y a Ruby Riot d'ailleurs. Il y a eu 6 personnes, 5 éliminations. Shayna, elle a littéralement dominé tout le monde. Il y a quand même des accomplissements que du côté bien de Ronda, ça n'a pas été fait. Donc tu peux pas. Et donc
je me dis, à la limite, et je me dis, la seule chose qui les sépare, enfin qui les réunit, c'est le fait qu'ils viennent du même endroit. Le truc, mais le problème, c'est que je crois pas que Shayna a souvent fait mention de son passé UFC. Ronda Rousey a parfois fait en mention de son passé UFC. Mais Shayna, à la limite, tu lui dis on nous dit qu'elle vient de l'UFC, on regarde et fait ah ouais. Parce que c'est pas que parce que on le sait, mais ça n'est pas important pour nous. Ça reste une information. Alors que Shayna, attention, hein, Shayna, quand tu tapes Shayna Blazer, je vais vous faire là, pratiquant d'art martial, vous voyez, on y va. Elle est née quand même en 1980, donc 39 ans. Euh, Elle a quand même une carrière au mix. Elle a quand même une alignée. Donc elle a. Attendez, je vais vous donner le nombre de matchs. Déjà, de toute façon, elle a aligné plus de victoires, plus de défaites que Ronda, forcément. Donc il y a eu 1, 2, 3, 4. Il y a eu à peu près une bonne trentaine de matchs. Une bonne trentaine de matchs. Ce qui est quand même impressionnant. D'ailleurs, elles n'ont jamais. D'ailleurs, tu le vois aussi. Quand tu vois les noms, tu te rends compte qu'elle n'a jamais affronté Ronda Rousey. Ça aussi, c'est une réalité. Elle n'a jamais affronté Ronda Rousey. Elle aurait affronté Ronda Rousey, j'aurais dit, bon, allez, ça peut avoir il peut y avoir une cohérence. Mais non, elle n'a jamais affronté Ronda Rousey. Donc, pourquoi avoir mis ça sur la table? Contente-toi du fait que tu as NXT et Raw, tu as une championne qui est incontestée depuis un an, et que tu as NXT, et de l'autre côté, tu as Shayna qui est championne NXT incontestée, et qui a perdu sa ceinture, mais finalement, son palmarès parle pour elle, t'as pas besoin d'aller chercher Ronda Rousey. Ça n'a été pas utile. Là, la petite pièce qui a été donnée, elle est pas bonne. Voilà, ça c'est la réalité. Bon, ensuite, pour Aleister Black contre Jason Cade, alors je dirais juste une chose, c'est qu'on me parle de Bobby Lashley qui a priori aurait des soupçons de coronavirus. Alors, toujours la WWE a décidé de continuer sur cette lancée. Alors moi je veux bien. Moi je veux bien, mais il est où Lashley? Alors tu vas me dire, oui, mais écoute, Aleister Black fait le café. Oui, alors il l'a fait la semaine dernière, mais il faut peut-être que Bobby Lashley pointe son cul à un moment donné. Je sais pas, à un moment donné, tu le. Alors c'est comme McIntyre, d'ailleurs j'en parlerai après, hein. Clairement, j'ai un problème. Alors, moi, ça alimente le fait que Bobby Lashley serait contrôlé positif au Covid-19. Enfin, moi, c'est mon point de vue là-dessus. Ensuite, les Street Profits, Kevin Owens, Angel Garza, Austin Theory, donc on le savait déjà, et Seth Rollins. Bon, franchement, le match est classique. Bon, il est bien mieux que le match à 8 où j'avais ragé. Maintenant, ça vole pas haut, quoi. Il y a des moments intéressants. Il n'y a aucun moment intéressant. Voilà, j'ai oublié le. Il n'y a pas. Il n'y a. Ah, j'ai oublié de mettre. Il n'y a pas de moments intéressants. C'est bien se relire des fois. Ça reste très. C'est vraiment très limité d'un point de vue technique. Et franchement, me parlez pas de Montesfort qui se botche complètement et qui atterrit sur le sol. C'est pas un spot. C'est juste qu'il s'est loupé. Après, j'ai envie de dire. T'as quelques jours de WrestleMania. Enfin, 2 jours même. T'as peut-être pas envie de te blesser, donc allez, on va pas dire que c'est allez, on va être indulgent et on va arrêter de râler. Maintenant, passons au segment de Kevin Owens. Alors, vous allez voir à quel point on peut être lunatique. Attendez, je vais couper le son. Parce que le segment est bon. Le segment est bon. Le segment même est de très bonne qualité. Et je maintiens mes propos pour la semaine dernière. Ce qu'a dit Kevin Seth Rollins est, est très bien. Maintenant, la réponse de Kevin Owens, elle est très bien. Body language, le côté tragique de la situation, sur le fait que voilà, c'est vrai qu'il faut le reconnaître, hein, Kevin Owens, ben, quand tu vois les palmarès de Seth Rollins et de Kevin Owens à la WWE, t'en as un petit peu un qui a marché sur l'autre, hein, clairement, sans offense. Hein. Et tu te dis même, voilà, que ce Stomp est à l'image de ce que fait Seth Rollins et Kevin Owens. C'est-à-dire que tu as d'un côté Seth Rollins qui est la voûte montante de. Enfin, Kevin Owens, c'est le mec qu'on pensait être grand. Il a été grand pendant un certain temps.
D'ailleurs, il fait une référence notamment sur le fait que Seth Rollins a été aidé et que lui, il a été aidé, il le cache pas. Et là, tu te dis, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai envie de te dire. Et là, tu vois, par exemple, les puzzles, dans la manière dont ça a été imbriqué, tu te dis, pourquoi pas? Là, ça s'imbrique bien. Sauf que j'ai un problème. J'ai un problème parce que quand je regarde ce segment, qui est un bon segment, attention, j'ai une impression de déjà vu. Sauf que, alors il y a un protagoniste qui est toujours là, sauf que c'est l'autre qui a pris le relais. Et le plus important, c'est que t'as le sentiment en fait que ils se sont pas foulés en fait. C'est-à-dire que tu as la position de Seth Rollins au SummerSlam, parce que je vais vous dire, voilà, au SummerSlam, tu as Seth Rollins, qui donc joue dans 1000, est couché au sol en train de regarder l'air pensif. Kevin Owens, comment il est? J'ai pas besoin d'aller très très loin, vous regardez, vous avez compris. Hein. Il te sort un speech où il te dit voilà qu'il est blessé, qu'il est voilà, qu'il se sent pas bien, qu'il devrait abandonner, etc. Alors certes, il va pas jusque là, Kevin Owens, mais dans les propos qu'il dit, tu même le Burning Down d'ailleurs et t'as le sentiment, après je peux me tromper, hein, mais t'as le sentiment d'avoir un remake de ce que disait Seth Rollins. Alors quand c'est des millions, quand c'est plusieurs années, ça va parce qu'on a oublié. Mais moi, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai fait, mais attends, il est pas en train de nous faire une Seth Rollins contre Brock Lesnar. Et le pire, c'est que c'est moins bien. Pourquoi? Parce que Brock Lesnar, en fait, ce qui faisait que ça faisait très shonen, c'est que Lesnar mettait des coups d'une violence telle qu'on se disait, putain, ce mec-là, il est en train de le tuer. Là, à part un côté mental, comme quoi Seth Rollins est un dieu et qu'il est capable de démolir, enfin de faire du mal à Kevin Owens, il n'y a rien. Moi, à la limite, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis en avant le fait. Alors, tu veux mettre en avant le fait que Seth Rollins. Alors, il parle à un moment donné du WrestleMania Moment, comme quoi ça sera son WrestleMania Moment. Mais à un moment donné, tu veux réagir sur les propos de ce qu'a dit Kevin Owens la semaine dernière. De Seth Rollins la semaine dernière, pardon. Ben, j'ai envie de te dire, tu veux le faire, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, ne fais pas un speech, on va dire, identique à son propriétaire d'il y a quelques mois. Pour être précis, nous sommes en avril, il y a août, ça fait 8 mois que ça a eu lieu. Tu pensais quoi, que j'allais pas le repérer? Alors certes, c'est pas physique, c'est mental. Mais depuis quand Kevin Owens, c'est un gars qui doute? Depuis quand Kevin Owens, c'est un mec qui est inquiet pour, pour la situation, sa situation personnelle? Et sur le, quand on pourrait dire, oui, mais voilà, Kevin Owens, c'est quelqu'un qui a tendance. Je rappelle quand même que le mec s'est fait virer par Shane McMahon parce que machin ci, machin ça. Il a notamment il a notamment s'est fait scrouer par Shane McMahon bon nombre de fois. Il a notamment dit voilà qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas, notamment du côté de SmackDown. J'ai envie de te dire, et l'histoire d'ailleurs dira que c'est lui qui a mis à dehors Shane McMahon. J'ai envie de te dire, est-ce que tu as vraiment l'impression que son speech, voilà, à un moment donné, quand il dit oui, j'ai pas eu de grands moments à WrestleMania, mais j'ai été champion intercontinental, universel, blablabla. Alors c'est bien, à un moment donné, oui, ton palmarès est moins grand, mais ça n'enlève pas tes accomplissements. Je rappelle pour information que quand tu arrives la première fois, Kevin Owens, tu bats John Cena. Hein. Tu vois, par exemple, moi j'aurais fait un truc, sans aller parler de WrestleMania Moment, j'aurais dit, c'est vrai que voilà, Seth, tu es un combattant extraordinaire, ça me fait chier de le dire, mais c'est vrai que tu es un combattant incroyable. Je dois l'admettre, tu as battu Brock Lesnar 2 fois, et je me dis que face à toi, à la limite, voilà, si tu veux vraiment faire, je me dis que tu veux vraiment faire du copier-coller, fais du copier-coller, mais je me dis que à chaque fois que je me retrouve sur le ring avec toi, je me fais allumer. Mais ça me fait penser. Et limite, joue le jeu à fond, tu vois, mais fais pas du copier-coller, mais tu pauvre, tu vois.
Je me dis que ça vaut le coup, tu vois. Et là, tu lui dis, et même t'attrapes Seth Rollins, tu fais Seth, attends, je voudrais te dire quelque chose. Je veux te répondre par rapport à ce qui s'est passé. Euh, mais à la fin, je vais te battre, etc. Et là, Seth Rollins, il s'énerve, il lui met un cœur stomp, il lui met un stomp, et au final, ça se passe comme ça chez McDonald's. Donc, ça aurait pu être intelligent. D'ailleurs, aucun affrontement entre les deux. À part le stomp que prend, je sais pas, Kevin Owens. En fait, Kevin Owens, d'ailleurs, il y a un truc que je voulais dire. Kevin Owens, à part mettre des stunners en loose day, sinon, il n'y a jamais eu de bagarre. Vous aimez pas les bagarres à la WWE? Il y a un truc qui vous plaît pas, un truc. Enfin bref, c'est une catastrophe. Bon, on va passer à Edge. Alors, justement, je vous parlais de pièces. Vous vous souvenez, je vous ai parlé des fameuses pièces du puzzle. Ou du puzzle, comme certains le disent. Je vous parlais des pièces qui s'imbriquaient et qui s'imbriquaient pas. Encore Seth Rollins, Kevin Owens, même si c'est du repompage de ce qui s'est passé avant, les pièces s'imbriquent. Mais je parlais justement de pièces. Mais c'est là qu'on voit les qualités de deux excellents pitchers et du fait que finalement, bah, c'est pas un huis clos, ça ne va pas t'empêcher de prendre les pièces. Parce que je vais vous expliquer ce que c'est qu'une storyline, parce que j'ai quand même le respect de pouvoir en avoir vu des tonnes, et de pouvoir vous expliquer les choses. Une storyline, comme son nom l'indique, storyline, c'est une ligne d'histoire. Si on doit traduire, on va dire, c'est une ligne d'histoire. Si on traduit mot à mot, en fait, si tu sépares les mots, storyline, si je prends le terme, hein, si je vais dans Google Traduction, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le trouver. Voilà, si je tape storyline, ou storyboard, ou storyline, c'est un scénario. Traduisement, c'est le scénario. Voilà, j'ai traduit, je les ai séparés, maintenant si je les mets ensemble, c'est le scénario. Je cherchais un autre mot, mais voilà. C'est un scénario. Dans n'importe quel scénario de film, chaque chose doit s'imbriquer pour créer finalement ce qui va se passer à la fin. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez Dragon Ball Super. On est tous d'accord que avant d'espérer un combat Sangoku Jiren, tu as tout un acheminement qui se passe. Quand par exemple il y a Sangoku enfin quand il y a Cell, à un moment donné, tu as un acheminement pour tout ce qui se passe. Quand il y a, je sais pas, la bataille du Senseiya, l'entraînement d'un personnage, par exemple, doit être amené à pouvoir arriver à un moment final. Donc, à partir de là, tu mets des puzzles, ou des puzzles, tu mets des puzzles pour pouvoir, entre guillemets, faire une route qui va faire que ton interlocuteur va venir, va avancer au fur et à mesure. Et au final, tu vas te dire, donc, on était là, ça a fait ça, ça a fait ça, ça a fait ça, ça a fait ça, et au final, il y a le fameux, que le chef otaku ne sait s'en parler, le chef, sans parler, c'est le qu'est-ce que ça raconte. Quand c'est bien raconté, tu suis comme du beurre. Par exemple, Sangoku, Cell, Sangohan, c'est quoi? Un, c'est une menace qui doit, pour ainsi dire, arriver. Sangohan est plus fort que Sangoku, mais de là, il y a des péripéties qui se créent. Par exemple, pour Sangohan, personne n'est, ça le twist de ouf, personne ne sait que Sangohan va être en mesure de pouvoir battre Cell. Quand Sangoku arrive, il est sourire en mode de on se dit, il a un plan. Mais tout au long du scénario, c'est de savoir quel est le plan. Et quand il le dévoile, nous on se dit, attends, donc tu te dis que tout au long du truc, l'idée est de faire le scénario, c'est que Sangohan se mette en colère. Donc, la question c'est comment il va faire pour être en colère. Donc on va te raconter des histoires. On va t'expliquer que en lui, Sangohan a une sorte de peur intérieure qui fait que quand il disjoncte, il a tendance à développer une puissance cachée qui le rend plus fort. La question, c'est que souvent, c'est la colère qui le rend fort. Et à ce moment-là, bah, tout le monde va essayer de trouver une solution. Et ça, Son Goku l'a vu. Comme il l'a vu, il veut
pouvoir la mettre en place. Et au final, c'est comme ça que les choses se passent. Dans toutes les rivalités de la WWE, les meilleures rivalités, quelles qu'ils soient, ils ont tous une storyline est basée dessus. Quand vous prenez par exemple, je sais pas, l'Undertaker contre Triple H, qui notamment t'explique que l'Undertaker et Triple H veulent s'affronter, et que il te dit, voilà, je vais le terminer, blablabla, etc. C'est notamment WrestleMania 26 ou 27, je sais plus, ou 28, enfin, vous avez compris. À un moment donné, toute la storyline est amenée sur un point, c'est que l'Undertaker était à 2 doigts de perdre ce match l'année d'avant, et que tout au long de la ligne directrice, c'est pourquoi la première partie c'est Triple H va accepter, on le sait, mais c'est comment ça va te raconter qui va l'accepter. Avec du mind game, avec l'Undertaker qui parle, avec ci, avec ça. Et au final, bah, tu poses tes puzzles et tu suis. Et au final, quand ça va être amené, après il y a Shawn Michaels qui rentre en ligne de compte, et au final, bah, ça te crée la rivalité, la storyline, le scénario qui te va être donné. Quand tu prends par exemple la storyline avec Edge et Orton, voilà une storyline qui est, chaque puzzle est très bien placé. Vous avez le retour de Edge, le désir de Edge de vouloir finalement faire en sorte que les choses soient faites à sa façon. Ce truc-là, tu le prends, tu le mets là. Le côté je tâtonne avec Orton, qui est bien amené, en jouant justement sur l'aspect aussi personnel. Donc tout ça, tu prends, tu mets, hop, ça fait quelque chose. Ça fait une image. Tu vois, l'image, elle est donnée. Autrement dit, pour lui, voilà, de base, c'était parce que il est complètement fou de remonter sur un ring, parce que c'est trop dangereux, etc. Après Edge, après l'attaque sur Beth Phoenix, élément déclencheur à nouveau. Poum. Parce qu'il faut un retour, il faut justifier le fait que les coups de Edge sur Edge, alors il y avait 2 possibilités, c'est soit Edge pétait un câble, ou alors on jouait encore plus sur l'aspect personnel. C'est je ne veux pas prendre ma retraite parce que ce connard a fait ça. Hop, tu prends. Ensuite, il y a eu le Last Man Standing match, avec notamment le fait les deux derniers segments où ça a répondu. Il y en a un qui te sort, ouais, toi tu penses trop à vouloir être Edge alors que tu t'appelles Adam Copeland. Edge répond cette semaine, ouais, mais toi, tu penses simplement, t'as pas de passion, t'es pas passionné par ce que tu fais. Ce qui est vrai d'ailleurs, quand tu vois la tête de Orton, on peut pas dire, à part le RKO out of nowhere, c'est pas quelqu'un qui va bondir dans tous les sens, c'est pas quelqu'un qui met de l'émotion dans ce qu'il fait. Il le faisait quand il était très très jeune, mais sinon il le fait plus maintenant. Et donc, dans les propos de Edge, ça marche. Et au final, bah, quand tu vois tout, quand tu as fait ton puzzle, là, quand tu as pris tes puzzles et que tu les as bien mis en place, bah, au final, tu te rends compte, tu regardes comme ça, tu fais, bah, en fait, tu vois l'image. Tu vois le passé, tu vois le côté, tu vois l'image clairement de comment cette rivalité a été construite. Tu vois l'image, comment ça a été fait. Tu vois les tenants, les aboutissants, comment c'est raconté, etc. Alors, il y a des erreurs, attention, je ne dis pas le contraire. Mais tout est bien amené. T'as pas de moment où tu te dis, cette pièce-là, elle fait quoi là? Quand tu prends le segment avec l'Undertaker et Jay Styles, t'as une téléportation qui déboule je ne sais où. Cette pièce-là, tu te dis, elle vient faire quoi là-dedans? Elle a rien à faire là. C'est soit tu parles du réel, soit tu parles de ça. Ronda Rousey avec Becky Lynch, tu prends cette pièce, tu fais. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette pièce? Enfin, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette pièce? Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez le segment de Kevin Owens. Là, c'est mieux. Tu vois, t'as quand même des pièces qui sont quand même bien amenées. Sauf que depuis janvier, donc depuis la rivalité de avant, comme ça commençait à traîner, il fallait trouver une raison. Et là, tu te dis, bon,
Pourquoi doivent affronter, pourquoi Kevin Owens doit affronter Seth Rollins? Ah ben parce que à un moment donné, il doit affronter Dieu, machin. Non. Partir du principe d'un truc tout simple. Si tu veux partir dans cette rivalité, il faut y aller à fond. Kevin Owens était un lutteur qui a longtemps été blessé. C'est un lutteur qui malheureusement a eu son heure de gloire pendant un petit moment, mais n'a pas su profiter de la situation et s'est cassé la gueule et n'a pas su s'en sortir. Rideau. Rideau. Et tu mets cette rivalité là, tu la mets en place et c'est réglé. Pourquoi tu veux essayer de partir sur des trucs de... À un moment donné, tu parlais du Monday Night Messiah. Oui, ça marchait quand il y avait du monde. Mais les AOP sont blessés. Buddy Murphy est positif au coronavirus, d'après les dires. Il reste plus que Seth Rollins. Et les Viking Riders et Samoa Joe sont pas là. Donc tu as un affrontement one-on-one. Il te reste, à vous me parler, quelques semaines. À la limite, soit tu pars sur un côté prophétie, machin, c'est moi qui ai inventé le catch, etc. Tu vas à fond sur le truc, tu dis voilà, à un moment donné, il le fait d'ailleurs, il le dit. Il dit oui, mais c'est moi qui ai fait, qui a un truc qui m'ait fait que le Performance Center existe. C'est vrai, peut-être que ça lui a, il a fait, mais tu peux dire voilà que c'est moi le créateur de tout. Justement, il parle de référence à Dieu. En fait, quand il dit Dieu, c'est parce qu'il fait référence au fait que c'est lui qui est la création de toute chose ici. S'il y a ça, c'est grâce à lui. S'il y a ça, c'est grâce à lui. S'il y a ça, c'est grâce à lui. Mais à partir de là, mais alors, il te parle aussi. Mais c'est ce qui a été expliqué dans la Woman Revolution. Dans la Woman Revolution. Quand il explique des choses comme la Woman Revolution la semaine dernière, ça c'est expliqué. Mais là, Kevin Owens, il doit être en train de dire à un moment donné que si on en est là aujourd'hui, c'est pas grâce à toi. C'est grâce finalement, peut-être à plus ancien, mais que toi, t'es un engrenage minime parce qu'un manana, il s'est passé ça, ça. Quand je vois ça, je me dis, ouais, et là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un sort de Seth Rollins bis. Mais malgré tout, les pièces s'imbriquent, tu comprends à peu près. C'est qu'en fait, tu as le, soi-disant, le Seth Rollins de l'expérimenté contre le rookie Kevin Owens, si on peut traduire littéralement. Donc voilà. Et quand tu vois, alors je parlerai pas de Asuka contre Kaden Carter, qui clairement est un segment, enfin un match, voilà, même si c'est bien que voilà, Kaden Carter a eu quand même quelques petits moments. Mais il y a de l'émo. C'est vrai que là, quand tu vois ça, tu vois le segment de Edge, tu prends les pièces, tu les. Il y a des pièces qui sont pas bonnes, hein. Attention, il y a des pièces qui tu te dis qu'est-ce qu'elle fait. T'as des bouts de pièces, tu fais bon, elle rentre, mais il faut taper un peu. Mais sinon, le puzzle est beau. Le puzzle est beau, le puzzle est magnifique, le puzzle est de bonne qualité. C'est pour ça que je suis. Tu vois, à part cette rivalité-là, et peut-être Roman Goldberg, qui a peut-être été un peu sorti par de derrière les fagots, mais qui malheureusement va être tué pour les raisons que l'on sait. Mais Roman Goldberg était pas mal. Otis contre Ziggler, c'est une rivalité où tu vois clairement le puzzle se mettre en place. C'est une petite rivalité, mais elle tient la route. C'est l'histoire d'un gars qui était pas non plus super beau, qui tombe sur une jolie fille, qui commence à avoir des sentiments qui se créent de plus en plus, avec la fille qui finalement l'invite pour la Saint-Valentin chez donc ensemble. Il se passe que Otis, bah, quand il arrive, il tombe sur un beau gosse, et le beau gosse, bah, voilà, ça c'est bien amené. C'est très bien amené, on verra ce qui se passera à WrestleMania, mais les puzzles sont bien amenés. C'est ça, une rivalité, un scénario, une storyline, c'est toujours été ça. Et si vous avez, quand il y a des moments donnés où vous faites, c'est qu'à un moment donné, la storyline, il y a un truc qui va pas. Alors tu peux mettre un titre dedans, ou pas de mettre deux titres dedans. Le problème, il est pareil. Quand tu mets des, alors surtout quand t'as pas de titre. Quand t'as un titre, à la limite, tu peux essayer de meubler un peu avec le titre. Mais quand t'as pas de titre, bah, ça peut être que, à la limite, quand t'as pas de titre, alors là, il faut que tu meubles, hein. Faut que tu meubles parce qu'il faut que tu ajoutes des storylines. Ça, c'est une réalité. Bon, passons maintenant au segment de Brock Lesnar. Alors, je voudrais juste faire une petite aparté. Alors, justement, je voudrais parler aussi parce que c'est quand même assez fou. On est au Royal Rumble 2020, on était tous hypés. Enfin, il y en a certains qui ont été déçus parce que Charlotte Flair avait remporté le droit de remporter le Royal Rumble. J'ai envie de te dire pourquoi. Charlotte Flair a le droit, hein, elle a quand même le droit, comme c'est une être humaine, hein, à un moment donné, elle a le droit. Il n'y a pas de loi qui empêche Charlotte Flair d'être championne. Après, il y en a certains qui ne l'aiment pas. Bon. Quand c'est de la critique, quand c'est de la. Comment on appelle ça?
Quand c'est gratuit, quand t'aimes pas la gueule de la personne, juste parce que t'aimes pas la gueule, ça me gêne. Faut être un peu plus ouvert, on va dire. Anyway, c'est pas ça que je veux dire. Il y a eu une attaque aujourd'hui, mais pour moi, clairement, ce que j'ai vu, c'est une attaque pathétique de Charlotte Flair. Alors attention, je ne dis pas que Charlotte Flair est pathétique, je dis que l'attaque de Charlotte Flair est pathétique. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que ça fait bientôt 2 semaines. Alors attention parce que l'autre va prendre aussi. Hein. Ça fait déjà 2 semaines. On les a pas vus. Encore Brock Lesnar, tu le vois quand même pour le titre universel. Tu vois Lesnar, il vient. D'ailleurs, Lesnar, il vient plus longtemps. Il est dans cette route vers WrestleMania. Brock Lesnar est venu plus longtemps que Drew McIntyre. C'est pour dire. C'était à NXT. Je te rappelle, le mec avait frappé, etc., etc. Et là, il n'y avait plus rien. Je sais pas où ils étaient. Alors, je crois qu'il y a eu un imprévu qui s'est passé avec Charlotte, je crois. Mais je crois que ça avait été calmé parce que c'était bien avant. Jusqu'à ça. C'est fou quand même d'imaginer, et je l'ai dit d'ailleurs 2 fois, on a quand même les 2 vainqueurs du Royal Rumble cette année qui sont les storylines le plus pauvres au monde. Et vous pouvez pas me dire que c'est le coronavirus qui est lié. On peut avoir des conséquences sur le coronavirus. Moi, je suis le premier à reconnaître que le coronavirus n'a pas aidé. Il faut qu'on m'explique pourquoi. Ah voilà, les personnes qui critiquent Charlotte Flair sur le fait qu'elle est trop exposée, expliquez-moi ce que vous avez à dire pour Becky Lynch. Ou Shayna. Parce que je rappelle pour information que les tous autres titres, NXT et SmackDown, les 2 titres, le titre de NXT, il est passé à la trappe aussi vite qu'il est arrivé. Et c'était original, voilà, Charlotte Flair qui veut essayer de récupérer le titre de NXT, qu'elle avait sans doute récupéré bien avant. Avec le Royal Rumble, ça met de l'exposition pour NXT, c'est plutôt une bonne idée. Mais je repose la question, encore une fois, qu'est-ce que ça a été amené? On va parler à Brock Lesnar, c'est la même chose. Hein. Brock Lesnar, il est là, enfin Paul Heyman, pardon. Il fait un segment intéressant. Mais il est où McIntyre? Alors vous allez me dire, oui, mais il est en Écosse. Alors oui, il y a sur BT Sport, je crois qu'il y avait une vidéo qui montrait un entraînement de McIntyre en Écosse. Alors la première question que je me demande, c'est qu'est-ce qu'il t'allait foutre en Écosse? Alors peut-être que l'Écosse c'est moins coronavirus, mais je pense pas, puisqu'il y a le confinement. Mais même ça, à la limite, même ça, je vais quand même rappeler que déjà bon, le coronavirus touche tout le monde, mais ça en on s'en fout. Moi, ce qui me gêne dans ce que vient de dire McIntyre, c'est le fait, accrochez-vous, hein, c'est le fait que dans 2 jours avant, il est toujours pas retourné, il est pas retourné aux États-Unis. Il est où McIntyre? McIntyre, depuis le fait qu'il a démoli Brock Lesnar avec un Claymore Kick, il a levé la ceinture, il a remis un Claymore Kick, il est plus là. Ça fait 3 semaines. Il est où? Alors tu peux le justifier la première semaine, il était en Écosse. Bon allez, la deuxième semaine. On est à 5 jours de WrestleMania, il est où? Enfin 4 maintenant, parce que j'ai dit 5 jours, 4. Parce que je rappelle qu'on a le show le mardi, le samedi et le dimanche. Il est où? J'avais dans mon cul, j'ai pas trouvé, donc commencez pas, mais il est où? Moi, je me pose la question, c'est où il est McIntyre? Là, t'as une rivalité où t'as un mec qui bosse tout seul. Alors, on a longtemps reproché notamment à Roman et aux autres, de devoir gérer sans Lesnar. Lesnar, il a fait le boulot, job tout seul. Il s'est débrouillé tout seul. Il a géré sa rivalité seul. Et qui plus est, si tu fais ce reproche-là, il y a quelques années à Lesnar, tu peux pas dire ah non mais soyez c'est McIntyre, on l'aime bien parce qu'il est vainqueur du Royal. Non non non, on s'en fout. Hein. Moi je pars du principe que McIntyre, tout comme Reigns, tout comme machin, McIntyre il a fait une Lesnar. Hein. Qu'est-ce qu'il est allé? Alors, et surtout,
À la limite, tu vois, il dit je veux pas y aller parce que je m'y sens pas. Ok. Mais je serai là à WrestleMania. Mais là, je lui dis mais t'es un enculé. Tu te sens pas, ok. Mais tu fais comme Reigns. T'arrives, tu dis voilà. Reigns l'a fait un peu tard, mais admettons. Tu dis je ne veux pas. Je ne veux pas être dans le WrestleMania par peur du coronavirus. On va pas t'en vouloir, hein, c'est comme ça. Non, au lieu de ça, tu fais ah ouais, non, mais moi je serais là au WrestleMania, mais sinon, y a rien à dire. Lesnar, il s'est retrouvé tout seul. Alors, on peut lui reprocher beaucoup de choses à Lesnar, mais le truc, c'est que finalement, la rivalité, elle est pauvre. Et les deux, d'ailleurs, hein, quand je disais les deux, c'est les deux. Hein. Comme les. Alors, encore, Brock Lesnar, il est là pour essayer de faire le café. Et Dieu sait que Brock Lesnar, heureusement qu'il était là, parce qu'à un moment donné, j'avais oublié qu'il y avait un titre, le titre aurait été oublié. Mais le match pour le titre NXT, j'en ai absolument rien à foutre. C'est malheureux. C'est d'une tristesse de imaginer. Alors je sais, mais encore une fois, McIntyre, il était où? Et pourquoi ça a duré aussi longtemps pour l'autre? Qu'on m'explique. Qu'on m'explique. Si quelqu'un peut me l'expliquer, qu'il me le dise en commentaire. Où était McIntyre? Pourquoi cette rivalité? Enfin, t'avais besoin de mettre 3 semaines de Shayna Baszler Becky Lynch? Tu pouvais pas imbriquer. Alors à un moment donné, en plus, c'est une vignette qui dure 1 minute pour Charlotte Flair. Et en plus, ils n'ont même pas d'excuses parce qu'ils ont NXT et Raw pour pouvoir gérer leur rivalité. Quitte à la limite de dire, allez, la rivalité, Becky, tu l'as fait là. Et celle de. Parce que peut-être à un moment donné, ils peuvent dire, il n'y a pas assez de monde. Et celle de Charlotte, tu l'as fait à NXT. Sauf que, il y a 2 semaines, la rivalité entre Charlotte et, et Rhea n'a pas pu être faite parce que c'était un best-of. Et parce qu'ils ont voulu mettre en avant les Johnny Gargano et tout ça par rapport à leur rivalité. Et la semaine dernière, il n'y a pas eu de trace. C'est comme ils sont obligés de builder le leader match avec Yoshirai et tout ça, bah forcément c'est compliqué. Mais pas une mention. Même à NXT, il n'y a pas de mention. Ils te font même pas une mention qu'il y a un titre féminin de NXT qui sera enjouable à WrestleMania. Tu m'en parlais pas là, je me disais, ah ouais, c'est vrai qu'il y a un titre féminin. J'avais complètement oublié. Et tu fais leur retour, et leur retour, c'est un coup de pied. Sur une porte. Enfin, sur un. Tu sais, sur une grille, sur un porte de garage, quoi. C'est ça la rivalité. Donc, les deux vainqueurs du Royal Rumble 2020, c'est ça. C'est. On met des coups. C'est un qui est pas là, un Écossais qui est pas là, et l'autre qui prend une porte. 2 semaines après. Ce qui m'énerve encore plus, c'est que cette rivalité, elle aurait pu être énorme. Parce que je suis désolé, cette rivalité, elle aurait pu être énorme. Et franchement, je rappelle les mots que j'avais sortis à un moment donné. J'avais parlé de perfection entre Bianca Belair, Charlotte Flair et Rhea Ripley. J'avais parlé de perfection. Vous imaginez, j'avais utilisé le mot perfection. Et au lieu de ça, tu m'alignes ça là? McIntyre, la dernière fois que je l'ai vu, j'avais parlé de talent. C'est quoi? Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces semaines? Ils ont fait quoi? Ils avaient peur? Bah, ils annulent les matchs. Que Rhea ou Charlotte disent voilà, écoutez, nous on veut pas y aller parce que voilà, nous c'est un peu la merde. On n'y va pas. Tu vois qu'on va les insulter? Non. Il y a un respect, on comprend. Roman Reigns l'a fait. Pourquoi les autres pourraient pas le faire? Franchement, c'est n'importe quoi ce qui s'est passé dans les deux vainqueurs du Royal Rumble 2020. J'espère qu'on les mentionnera jamais parce que ça a été les pires vainqueurs. Et qu'on vienne pas me dire que c'est à cause du coronavirus. Hein. La rivalité avec Edge Orton, elle a débuté au Royal Rumble. Par contre, elle a su bien accélérer. Qu'on arrête de mettre le coronavirus pour tout et n'importe quoi. Parce que le coronavirus, certes, il a fait des dégâts. Et ça, je le conçois.
Mais à un moment donné, le coronavirus, il n'a pas empêché deux personnes de se retrouver. Et qui plus est, il pouvait y avoir des duplex, il pouvait y avoir des rivalités en duplex, il pouvait y avoir il y a des moyens de faire des trucs. Surtout que les deux shows étaient en enregistré. Donc ils peuvent même pas me dire. Enfin, un show était en enregistré, mais non, même, alors, encore plus, pour Réa contre truc, il y avait. Les deux shows étaient en enregistré. Donc ils peuvent même pas me venir me voir en me disant ouais, mais tu vois, le show était en enregistré. Et NXT, les deux shows sont en enregistré, hein. Et la seule chose que dit Réa, c'est ouais, ouais, on verra là-bas. Tu vois, elle est où, Réa? Parce que Réa, à la limite, elle serait venue. À la limite, vous levez un truc. Elle se prend le coup. Elle vient sur le ring. Elle parle. Au moins, on dit ok. La meuf, elle a dit non. Ouais, we will. C'est tout. C'est ça, une rivalité. Une storyline, c'est ça. Je vous ai fait un speech sur l'explication de comment ça gérer une storyline. C'est ça que vous appelez ça une storyline, vous. Là, c'est pas un problème de. Les puzzles rentrent pas, c'est il manque des puzzles. Et s'il n'y avait pas le titre, franchement, on se ferait chier, hein. Et alors, pour dire franchement, heureusement que Brock était là, parce que sinon, le titre universel, je l'avais oublié. Allez, regardez, le titre de la WWE, je l'avais oublié. Qu'est-ce qu'il est allé se carrer en Écosse, lui? Alors, il t'explique, ouais, c'est parce qu'il veut faire un entraînement spécial. Pourquoi? Aux États-Unis, ils ont pas ce qu'il faut Alors après, ouais, c'est parce que pour les racines écossaises. Depuis quand tu mets en avant les racines écossaises de McIntyre? Hein? À part la seule chose qu'on sait, c'est qu'il vient d'en Écosse et qu'il fait le Glasgow Kiss. Mais sinon, on s'en fout. C'est quoi cette merde? Enfin bref. Bon, finalement, la conclusion de tout ça, c'est que le show a été à l'image de cette route vers WrestleMania pour Raw. Bah, à partir du moment où le coronavirus s'est pointé, ça a été tout simplement la merde. Déception, chaotique. Et déception, et je le dis. Et je le dis. Qu'est-ce que je vais faire? Là, si je mets des trucs qu'il faut pas. Voilà. Si on est peut-être en train de vivre un moment cette année. Je l'avais dit lors du. On va peut-être vivre le fiasco de l'année. Le pire WrestleMania de tous les temps. Parce que. Et je vais éteindre la musique, comme ça à la limite vous pourrez tranquillement le faire. J'ai un message pour les officiels, pour Vince, pour Shane, pour Triple H, pour toutes les personnes présentes. Alors Hunter, il peut me faire tous les messages du monde, notamment on va taper Triple H, comme ça à la nuit j'aurai vraiment les mots qu'il a sortis. Alors confirme, voilà, justifie les choix. Alors, il te sort, vous savez en ce moment, je pense que nous croyons, nous, la WWE à nos talents, plus que jamais, l'avertissement testé pour les gens, qu'ils aient quelque chose à regarder, pour vous oublier ce qui se passe, etc. Nous ressentons non seulement le besoin, nos fans sont là pour nous toute l'année, ils se le sont depuis des années. Notre travail quotidien consiste à mettre des sourires sur le visage, etc., etc. Et les faire travailler sur des plateformes fermées, ce n'est pas l'idéal, mais peu importe, ça vaut le coup. Mais nous pensons que ça vaut la peine, l'effort vaut la peine. De pouvoir mettre ces sourires, etc. Tous nos talents sont à titre volontaire, etc., etc., etc. Euh, avoir l'envie, d'avoir envie, bon, plus sérieusement, ce que dit Triple H est très admirable, entre guillemets. Et c'est courtois. Il veut un petit peu, en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est on veut donner du sourire dans un moment qui est compliqué. Et c'est vrai qu'il faut le reconnaître, si on n'avait pas le catch le mardi, le jeudi, ou par exemple le vendredi, ou quelque chose comme ça, ou le samedi, bon, on se ferait chier. Soyons clairs, moi je me ferais chier. Je me dirais. Bon, après, bon, on va dire, j'ai Twitch pour streamer, mais j'imagine les fans de catch, les fans de sport en lui-même, hein, voilà, bah, ils regarderaient la télé toute la journée, ils se feraient chier. Et c'est pas évident. Parce qu'il n'y a pas grand-chose, hein, les spectacles, il n'y en a pas, le cinéma, il n'y en a pas, on peut pas sortir, le confinement est difficile. Ça, à la limite, ce qu'il dit là, je suis
je le remercie. Mais moi, j'ai une question à lui poser à Hunter et je sais pas s'il me répondra un jour. Et j'espère qu'il s'il me répond, ça sera magnifique. Euh, avoir envie de faire sourire les autres et de, mais c'est bien. Mais j'ai pas envie de sourire en fait. Et je pense pas que les gens ont envie de sourire. Déjà, les gens sont malheureux parce qu'ils sont dans des situations difficiles. Mais la réalité, c'est que, à la limite, il faut que le show soit à la hauteur de ce que, justement, pour vous permettre de sourire. Et justement, moi, je vais faire revenir notamment à certains points. À aucun moment, là, il y a ces messages-là, alors c'est génial, mais à aucun moment, Hunter, alors je sais pas s'il l'a pas dit quand j'ai pas regardé, mais Hunter, ou même Vince, est venu sur le ring, avant ou après le show, dire merci d'être là, tout le temps. Ils le diront peut-être à WrestleMania, et ça, franchement, ça serait bien. Mais qu'on soit clair là-dessus, si il ne le dit pas, où est-ce qu'il parle de sourire, machin? Alors, c'est très bien, c'est un beau message. Mais moi, je le dis sans arrière-pensée. C'est de la com. C'est comme Stéphanie qui te sort et t'explique que, oui, alors, il faut que les mecs, voilà, quand ils ont la température, machin, etc. Quand c'est l'étranger, blablabla. C'est de la com. C'est que de la com. Alors, je dis pas qu'il n'y pense pas, mais c'est que de la com. Parce que si t'es un tant soit peu de respect, tu prends par exemple Dynamite. Dynamite, ils essaient de mettre un peu d'ambiance, ils essaient de faire qu'il y a des choses qui se passent. Et à la limite, ce qu'ils font aussi, c'est que Cody, la première chose qu'il a dit, c'est merci. Là, il n'y a pas de merci, il n'y a pas de remerciement, il n'y a pas. Même, à un moment donné, il n'y a même pas une mention qu'il y a le coronavirus qui est problématique. Alors certes, ça fait quelques mentions. Cody, la première fois qu'il arrive, il t'explique que voilà, la situation est compliquée en ce moment, blablabla. Bla, 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 bla. Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je vais vous dire les choses que je ressens. Et c'est pas une histoire de confinement, de je sais pas quoi. Moi, je le dis à la WWE, mais je le dis aussi aux autres qui voudraient continuer. Arrêtez. Arrêtez le massacre. Là, vous êtes en train d'essayer de garder un resto ouvert alors que le resto, il doit fermer. C'est une catastrophe ce qui se passe là. Vous êtes en train de creuser votre propre tombe parce que quand WrestleMania sera fini, vous allez avoir Ross, SmackDown qui vont peut-être continuer, j'en sais rien. Mais il y aura quel hype qui va vous donner envie? À chaque fois qu'on a un show de Raw, on a deux anciens, on va dire, matchs de pay-per-view qui apparaissent. Et vous avez 4 segments. D'ailleurs, je peux même vous dire comment c'est 2 ou 3 segments. Deux matchs où clairement, bah, c'est de la, voilà, c'est des matchs de jobber. Et il y a un match machin. NXT s'en sort un peu mieux, mais c'est pareil. Donc moi, je pose la question, avec tout le respect que j'ai pour toutes les personnes concernées. Arrêtez. Arrêtez le massacre. Mettez le catch en sommeil, au sommeil, et arrêtez de vouloir à tout prix garder quelque chose qui doit stopper. Vous êtes en train de creuser votre propre tombe et vous ne vous en rendez même pas compte. C'est fou. Vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Alors après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis qu'une personne dans une chambre avec un poster de Edge derrière. Mon avis, soyons clairs, vous vous en tapez le cul comme moi, vous prenez ma vidéo, vous pouvez vous laver le cul avec, vous n'avez rien à foutre. C'est clair. Et peut-être que vous aussi vous dites, mais attention, tes propos c'est quand même scandaleux. Ça veut dire que parce qu'à un moment donné, on est à la double. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus le droit de s'amuser maintenant qu'on est en confinement. J'ai pas dit ça. Sauf qu'ils prennent des risques à considérer, que ça commence à sentir le roussi et que les choses sont pas bons. Je rappelle que Raw, il y a quelques semaines, j'étais en train de dire, putain, ils sont dans une bonne voie. Alors j'essaye de sauver un peu les meubles parce que ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, ils essayent de mettre, on va dire, de la. On voit qu'ils essaient de mettre un petit peu ce qu'il faut. Montesfort, quand il gueule dans tous les sens, il essaye un petit peu de mettre un peu de hype. Mais vous aimez. Mais Nosser a dit quelque chose d'ailleurs sur le Twitch, si vous êtes venu voir. Le catch a besoin de son public.
Le catch sur public, c'est de la merde. Je dis clairement. Donc arrêtez. Arrêtez le massacre. On reprendra quand les choses seront mieux. Là, malheureusement, on est dans une situation très compliquée. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. J'ai vraiment essayé d'être clair pour ça. La vidéo dure un peu longtemps. Elle dure à peu près 1 heure. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Gros bisous tout le monde. Et à ciao tout le monde. Ciao.